Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition du podcast du Cannes Football Club, format blabla. On arrête Milton. Oh, ça. Bloopers! 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition du podcast du Cannes FC dans son édition multi-ethnique et socceristique Couscous Piri avec moi comme d'habitude Nilton Georges. Salut Nilton. Salut Sofiane, comment ça va? Très bien, merci. Évidemment, il m'a appelé Sofiane parce que je suis Sofiane Benzaza, aussi du Cannes FC. Bienvenue dans l'expérience podcaristique, balade de diffusion du soccer médiatique québécois. Bienvenue au Cannes FC. Donc, on est là aussi, c'est l'épisode officiellement 318. Nous sommes le dimanche 8 avril 2018. On va évidemment parler de la défaite de l'Impact de Montréal 4-0 face au méchant New England Revolution. Le match a été joué à Boston, le troisième match consécutif à l'extérieur pour l'Impact. Non, excuse-moi, c'était le deuxième match consécutif à l'extérieur. Ouais, c'est le troisième, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Les peut-être finalistes de la CONCACAF Champions League. Les Red Bulls, exactement. Donc voilà, l'Impact a perdu 4-0, on va parler de ça évidemment. Si vous écoutez en ce moment, on est sur soundcloud.com/Cannes Football Club, sur les Spreaker.com /show /Cannes-Football-Club, et évidemment vous nous trouvez dans vos applications de balade de diffusion les préférées avec les mots-clés Cannes Football Club plus avec le signe plus. Donc merci encore. Et évidemment, on remercie tout le monde qui continue de contribuer à notre campagne Patreon, tous les nouveaux patrons et ceux qui sont déjà là, qui nous supportent monétairement via le sociofinancement. Donc merci encore à tout le monde. Merci récemment à Riyad Kelefi qui vient de se joindre à nous. Donc 1, 2, 3, Riyad. Merci encore. Donc c'est ça, bienvenue dimanche. Le match était joué vendredi, donc je disais à Nilton avant d'enregistrer en direct match, le match était la semaine dernière, tellement que c'est loin. Surtout que c'était un match catastrophique. Il s'est fait un match long, hein, donc ça paraît encore plus loin. Non, il était long, puis surtout qu'on a vu, c'était le pire match que la MLS pouvait avoir en ouverture de la 5e journée. Ouais. Donc c'était vraiment moche. L'Impact est toujours 6e avec 6 points. 5 matchs joués, 2 victoires, 3 défaites. Les matchs nuls, c'est pas quelque chose que Rémi Garde vise pour le moment. Donc voilà, un peu trop tôt de parler du standing, mais l'Impact est 6e avec 6 points. New York City FC ont 13 points. Ils sont premiers. Et avec plusieurs matchs à domicile en main, c'est bien. Ah, le match en main. Les MEM. Les fameux MEM, les préférés du Couscous Piri. Donc Nilton, on va passer, avant de passer aux évaluations, juste rapidement les éléments partants de ce match. Du côté de New England, Turner dans les buts, Farrell, Anibaba, Zielna, Somi en défense, Zaibo en milieu défensif dans un 4-1-4-1, Salcido, Caldwell, Fagundez et Penilla, et en pointe Burnbury. Du côté de l'Impact, un sort de 5-3-2 avec Bush dans les buts, Lovitz, Raitala, Fanny Cabrera, Silva qui commence comme vraiment latéral droit ailier, intéressant. Les trois du milieu, Taider, Piet et Kroliki. Et bien sûr, Vergas et Jackson Hamel en pointe. Mancuso, toujours blessé. Légèrement. Toujours blessé. Légèrement. Un peu comme Piatti, qui aussi s'est blessé. Magiquement. On présume durant la semaine, ça c'est sûr. Pas magiquement, il s'est bel et bien blessé, Nilton. Pas trop. Ouais. Non. N'est pas trop date. Non, il a pas mal à la gorge. Là. Il est vraiment blessé. Ah, ok, c'est pas la blessure. C'est pas la blessure de Ballot là où il avait mal à la gorge. Ouais, c'est juste qu'on le sait tardivement. Tardivement, exactement. Un débat que Nilton nous a fait plaisir d'introduire dans la petite. Pas un débat. Non, tu veux que j'en parle pas? On va en parler. Les buts de Tail Burnbury est la 20e. À la 45e, plus 6 minutes à la fin de la première mi-temps dans les arrêts de jeu, Andrew Farrell. Fagundez à la 71e et Zaibo à la 80e.
le fait marquant pour l'Impact et le carton rouge de Xavier Taider à la 13e minute. Et jusqu'à la 13e minute, l'Impact dominait New England. Non, en termes de possession de ballon. Écoute, là, si on a un classement pour les 15 premières minutes, on était fort. Impact gagnait ce match. C'est vrai, les 15 premières minutes, là, ça jouait bien. Non, ça jouait bien. On voyait que l'Impact a des ambitions. Ça jouait bien. Bon, c'est relatif, là. On avait le ballon. Non, mais c'est ça. C'était pas. On s'entendait à un match 50-50. On s'attendait à des va-et-vient. L'Impact n'avait pas nécessairement bétonné comme ils ont fait contre Toronto et un peu contre Seattle. Donc voilà, pourquoi que Seattle c'était mieux. Juste pour dire, on avait l'impression que ça va jouer un peu. Tu vois, on se donnait l'espoir. C'est vendredi soir, on était tous fatigués après une longue semaine de travail. On s'est dit un peu de entertainment était nécessaire. Donc donc on accède à 0-0 finalement 4-0. C'était 4-0. Nos Saputo d'or, trop Poutine et Géland d'un foin. Je commençais par ton Hilton. Qui était ton Saputo d'or? Ouais, c'est pas facile, hein? Je sais que les gens ont sorti beaucoup Bush, mais quand même, il a pris 4 buts, puis... Je t'avais dit, t'es un hater, man. T'es un hater dans l'âme. Non, mais son dernier but, l'ancien Bush est apparu, il y a un but, le ballon passe près de lui. Tu sais, oui, il a fait des beaux arrêts, là, pas des magnifiques arrêts, mais bon, il était bombardé. Est-ce que ça dérange vraiment qu'il fasse une sortie dégueulasse sur le but du 4-0 à la 80e? Non, pas moi, il a tanné, il a partir. Mais moi, le seul que je trouvais qui a pas pris l'eau pendant ce match-là, là, de la première à la dernière minute, je trouvais que c'est Pierre, parce que malgré le départ de Taider, lui, il a continué à travailler. Il a fait son travail défensivement. Il a essayé un peu offensivement de relancer proprement. C'est Piet qui, lui, a rien à se reprocher. Puis, mine de rien, c'était son premier match comme capitaine, non? Non, c'est vrai. Ne me fais pas rentrer dans un débat sur le capitaine, s'il te plaît. Mais oui, il était capitaine. Chacun ses obsessions. Exactement. Non, Piet... Piet, c'est un joueur qui n'a pas le choix que d'être présent sur le terrain. Donc, si on le voit, c'est bien, dans le sens c'est qu'il n'est pas invisible et qu'il se fait pas détruire par l'adversaire, donc tant mieux. Moi, de mon côté, j'avais donné à Evan Bush, mon Saputo d'or. Il a fait assez d'arrêts pour garder l'équipe dans le match, même si on savait qu'à 10, c'était mort. Surtout avec l'absence de Piatti. Si Piatti était encore là, il y aurait de l'espoir. Le fait que Piatti était même pas dans le 18, Taider se prend un but après 13 minutes, c'était mort, et Evan Bush, il a gardé l'espoir. Moi, je trouve, honnêtement. Du côté de Tropoutine, moi, je donnais à Xavier Taider malgré lui. Il a pas fait exprès, supposément. Et quand je dis supposément, non, mais je suis pas dans sa tête. Donc, je sais pas à quoi il pensait. Non, mais il y a des fois, on n'est pas obligé d'être dans la tête de quelqu'un pour voir ses intentions quand même. Encore une fois, voici Nathan qui me dit quoi faire et quoi penser. Merci. Come on, man. Non, mais blague à part, oui, c'est vrai, quoi. C'est dommage, c'est maladroit ce qu'il a fait. Il faisait une roulette où il a mal atterri sur le tibia c'était Saïsilo, c'est ça? Donc, voilà. Mais tout bad, mais ça peut trop Poutine parce que, j'ai pris un rouge pour ça, il a pas vraiment fait exprès, mais en même temps, tout bad. Donc, c'est mon trop Poutine. Moi, j'y vais un peu plus haut, là. Vargas, lui, il était complètement invisible, hein. Quand il a fallu qu'il remplace Taider, il était perdu sur le terrain. C'est comme si on jouait finalement à 9, même plus à 10. À l'attaque, il est resté dans le match parce que probablement Rémi Garde s'est dit si je veux quelqu'un tout seul devant, je suis mieux peut-être avec Vargas. Vargas a un peu plus de créativité one-on-one qu'un Jackson Hamel, mais c'était vraiment par défaut. Mais donc, moi, c'est inquiétant. Juste pour terminer, c'est inquiétant Vargas parce qu'on voit que ses flashs sont rarement dus à lui-même. Mais ouais, ça on le sait. Regarde, bon, on va avoir un débat sur Piatti dans pas longtemps, je le sens, mais est-ce qu'on sait vraiment que Vargas tout seul, c'est pas terrible? Quand il dépend juste de lui, c'est pas terrible. Est-ce que tout le monde sait ça? Ou ces 2 buts masquent un peu son début de saison? Non, il y a rien qui masque. L'équipe dépend de Piatti, donc que ce soit Mancosu, Jackson Hamel ou Vargas, on sait clairement que Piatti, c'est le lien. Si Piatti n'est pas proche de la surface, il va aider dans un contre à transporter le ballon, puis être un sort de numéro 10 temporaire. On l'a vu sur le but de Vargas contre Toronto, c'est Piatti qui transporte le ballon. C'est lui qui crée le danger et qui donne le ballon à Vargas, qui marque un but dévié. Son deuxième. Hein? Et même chose pour son deuxième. Il met le ballon sur son pied, juste à le pousser. Exactement. Et puis, c'est tout. Il y a pas, je trouve pas qu'il y a une théorie du complot qui fait dire que Vargas, voilà, quoi, c'est la nouvelle merveille du monde. Genre, il a jamais été un attaquant de pointe, dans le profil.
Sachant que l'Impact Appiati peut se permettre de mettre un joueur non attaquant de pointe, je sais pas moi, le Fabregas de la Coupe du Monde 2014, là. Je pense, non. Je sais pas c'était quel Euro, là, où Fabregas a joué comme numéro 9 pour l'Espagne. Je pense que c'était l'Euro, la Coupe du Monde, mais voilà, quoi, on va pas, je pense pas que c'est quelque chose je pense pas qu'il y ait un débat de dire, ouais, Vargas, il est tellement bon, on n'a pas besoin d'aller chercher un attaquant de pointe, durant le mercato. J'ai un gros doute. Exactement. Donc c'est ça. Ça c'est le côté trop Poutine. Et puis j'ai l'air d'un foin. De mon côté, c'est vraiment le VAR sur le penalty appelé pour New England et puis les 8 minutes de temps additionnel à cause du VAR qui a mis trop longtemps pour décider je sais pas quoi. Est-ce que vous voulez voir quel penalty donner est-ce qu'il a pas été sur la première faute de Cabrera ou la deuxième faute de Raitala? Honnêtement, je ne sais pas, mais il faut que ce soit accéléré. Encore une fois, je suis un pro VAR parce que je suis plus un pro VAR dans le sens, je sais que c'est inévitable que ça va arriver. Et puis que si ça marche pas pendant 5-10 ans, ils vont l'arrêter, c'est tout. Mais il faut leur donner il faut leur donner le temps qu'ils se cassent la gueule ou qu'ils s'ajustent. Voilà, ça c'est mon gélin d'affaires. Ben moi aussi c'est autour des arbitres. Mais c'est plus le mantra là, que tout le monde sort dès qu'il y a une décision douteuse que les arbitres de la MLS, c'est des arbitres de merde. Là. Non, c'est pas vrai. Quand on conteste à toutes les fois une décision des arbitres en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme le carton rouge, ça me purge. Là. Je veux dire, ce carton rouge-là, si tu dis que c'est jaune, c'est que t'es biaisé. À la limite, tu peux dire jaune foncé, peut-être, mais s'il vous plaît, là, je veux dire, inventez pas des règlements. Non, prenez le temps de réfléchir, de regarder ça tranquillement. Là. Sur le coup, on peut être fâché, c'est normal. Ça arrive à tout partisan d'être déçu de la décision d'un arbitre et on va essayer de le justifier avec des parties de règles qui n'existent pas. Comme par exemple l'intention. C'était un geste dangereux. C'était un geste qui aurait pu vraiment coûter la saison aux joueurs des Révolutions. Tout à fait. C'est un rouge 10 fois sur 10. Oui. Puis l'arbitre ne donne pas ce rouge-là. Il est incompétent. Arrêtez, là. Oui, il y a des décisions qui sont proches, mais celle-là, c'est Sid qui m'a fait rire quand il a écrit « Pour ceux qui ne voient pas un rouge, j'espère ne pas vous rencontrer sur un terrain de foot. » Exactement, parce que le problème, c'est que le rouge, le carton rouge, même le carton jaune, c'est pas une question d'intention. L'intention n'est pas nécessairement obligatoire, un prérequis pour donner un carton. Oui, si tu vois que le gars fait exprès de casser la cheville du joueur, oui, c'est un carton rouge. Peut-être il y aura la discipline ajoutée encore, il y aura des ajouts disciplinaires dans le futur. Exact, c'est ça. S'il venait avec une intention claire, il n'est pas juste suspendu un match de plus, là. Exactement. Exact. Donc, s'il fait pas exprès, qu'il est maladroit ou qu'il n'a juste pas de chance, ben, ça reste comme un carton rouge. S'il va briser la cheville de l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Là, je pense pas s'il y avait de la place pour l'interprétation sur ce coup-là. Ça fait mal. Ça fait mal pour le club. On dira à Seattle, s'ils ont pas eu mal d'avoir un rouge. C'est un rouge plus que mérité pour Seattle pour avoir giflé Lovitz. Puis voilà, on passe à autre chose. Et personne n'a dit que c'était un geste peu violent, que c'était juste une petite claque. Puis tout le monde était content du rouge. Là. Personne n'a dit que les arbitres, c'était des arbitres de merde à ce moment-là. Exactement. Mais là, il faut. Oui, là, sur le coup, on peut exagérer notre comportement là, en tant qu'amateur, en tant que fan de IMFC. Mais s'il vous plaît, là. Voilà, et puis un Taider, quand il a revu l'action, il est parti s'excuser aux joueurs après le match, il se sentait mal parce qu'il a vu que, même s'il n'a pas fait exprès, que voilà, ça peut être dangereux, comme tu avais dit, Milton, il aurait pu finir sa carrière, etc. Taider a pensé à sa famille. Vous pouvez voir TVA Sport, je pense qu'on en parlait, il y a un petit article de Vincent Détouche où il en parle un peu, où il donne un peu son, où on lui envoie des fleurs à Taider qu'il mérite par rapport à son comportement professionnel et surtout, personnel. Il est vraiment son comportement humain qui est plus que normal. Donc voilà, ça conclut nos évaluations. Du côté du peuple, via Twitter, il y a monsieur Richard _8730 qui donne sa poteau d'or pour la performance, les fans qui ont regardé le match qu'à la fin. Trop Poutine, tous les joueurs de l'Impact. Et Gérard Darfond, l'arbitre de la WWE, qui a pris 10 minutes pour annoncer un penalty.
Donc, ouais. Ça, Alors, je confirme, les arbitres, la lutte, c'est beaucoup plus rapide que ça. Là. Exactement. Et puis, ouais, c'est... C'est WrestleMania ce soir. Là. Est-ce qu'il porte encore le rayé blanc et noir? Oui. Excellent. Alec Avendano, monsieur Alec, son sapoteau d'or, c'est Bush, Tropotine Cabrera et Gérard Darfoin. Taider, tentative de roulade, rouge, 4-0. L'accumulation. Alexandre Guindon, sapoteau d'or, Lovitz, Tropotine Vargas, Gérard Darfoin, Taider. Et Domenico Micheletti, Dom Michel, ou Dom Micheletti. Piatti, sapoteau d'or pour son absence, qui prouve son indépendance. Tropotine, le 10 au grand complet. Sérieusement, et Gérard Darfoin garde ce soir l'ajustement tactique de reculer Vargas. Je ne l'ai pas compris. Donc, merci beaucoup pour les autres qui ont évalué, que ce soit Deeds, The Big Manite 123, Marie Valper, James Soccer, Jeff Sénéchal, Frédéric Salem et les autres. Merci d'avoir utilisé le hashtag sur Twitter en taguant le CanFC pour donner vos évaluations. Du côté des formulaires que les gens ont remplis via Google, allez suivre Sydney SOLAMBY pour pouvoir donner votre évaluation des joueurs, les notes des matchs, les notes de chaque joueur, de l'arbitrage et du staff sur Google Forms, et comme ça on pourra compiler ça. Et le gagnant du Saputo d'or via vote comptabilisé, c'est Evan Bush avec 69 votes sur 145. Derrière lui, Aude Bureau avec 23 votes. Du côté du Tropotine du match. Pour son jubilé. Ouais, c'est vrai. Du côté du Tropotine du match, Victor Cabrera avec 65 votes. Safi Taider 30, Jackson Hamel et Kroliki, égalité au 13e rang avec 18 votes pour le Tropotine du match. Donc, d'après les stats, c'est Evan Bush Saputo et Tropotine Cabrera pour une soixantaine de votes chacun. La qualité du match a été assignée une note de 2.57 sur 10, ce qui est excellent par rapport à la co-performance. L'arbitrage, évidemment, 4.77, surprise. La performance collective de l'Impact, 2.96, donc juste en dessous de 3 sur 10, on va y arriver. Et le coaching de Rémi Garde, 4.51. Donc on voit clairement, c'est la tendance se maintient, quand l'Impact gagne, les notes montent, quand l'Impact perd, les notes baissent. C'est incroyable. La corrélation est juste incroyable. Donc voilà. Donc, Nelson, est-ce que tu avais des sujets que tu voulais parler avant qu'on passe aux questions de nos fans, ou on passe directement? On va passer. On a beaucoup encore de questions. On va essayer de toutes les passer. Donc, aussi bien commencer tout de suite? Tout de suite, on y va. C'est Daniel Dang, le premier à nous poser la question. Donc, on va lui accorder la première question. Cabrera, my God, il joue soit comme une All-Star, soit comme un atome local. C'est chiant, ça. Comment expliquer son manque de constance? Condition physique? Jeunesse? C'est pas la condition physique, ça c'est sûr que non. C'est la première fois dans sa carrière MLS qu'il est en top condition physique, ça c'est sûr. Oui, je vois pas un problème de forme physique là, dans le jeu de Cabrera en tout cas. Il demande aussi, est-ce que c'est lui qui va écoper, si jamais, éventuellement, là, pas le si jamais, mais éventuellement, je dirais, quand Camacho va rentrer dans ce 11 partant-là. Cabrera, on le connaît maintenant, hein? On le sait que ça va être toujours... C'est un frappeur de circuit, là. C'est toujours un big swing. Soit il connecte, soit il passe dans le beurre. Ouais. Et là, il est passé dans le beurre dans des occasions assez clés dans le match. Il n'a pas connu un si mauvais match que ça. Ce qu'on se souvient, c'est le pénal et sa simulation d'avoir été poussé. Ouais. On va dire ça de même. Parce qu'il n'a pas été poussé. C'est Till, c'est Till Bunbury qui était derrière lui. Ah oui. Qui met la main dans son dos. Il n'a même pas eu besoin de le pousser. Il a mal jugé la balle. Il y a ces deux actions-là qui ont mal paru. Ça reste frais à la mémoire. Puis, il y a beaucoup de dénigreurs de Cabrera. Je les comprends. Puis, quand ça arrive, ils sortent en force autant que ceux comme moi qui aiment Cabrera vont sortir en force quand il y a des bons matchs. Donc, on va voir cette bipolarité dans les commentaires sur Cabrera aussi, dans les médias sociaux. Mais Cabrera, c'est un projet, il est jeune. Il va falloir qu'il connaisse ce genre de match-là en début de carrière pour éventuellement progresser. Il est encore tôt pour abandonner avec lui. Il faut que ça lui serve de leçon. Mais c'est bizarre parce que il a toujours été capable d'être sauvé des eaux grâce au système à 5 défenseurs. Là, ça n'a pas été possible.
ça change pas grand-chose à ce match-là. De toute façon, une fois que Piatti était pas sur le terrain, une fois que l'autre DP était pas sur le terrain, on se retrouve à une équipe sans DP, peu importe contre qui. À l'étranger, c'est pas mal perdu d'avance de toute façon, non? Oui, c'est déjà difficile. Puis regarde, on dit à chaque fois Cabrera, s'il était meilleur que ça, il serait pas là. Mais en même temps, je trouve qu'il est assez bon pour un club MLS. Il fait le travail. Et on a des pires en MLS. Puis je vois pas Seattle virer Torres et Marshall après que Piatti les a humiliés le match précédent. Donc voilà, ça sert à rien de paniquer. Si Diallo revient plus tôt que prévu, est-ce qu'il y aura une compétition peut-être? Comme la question de Daniel par rapport à Camacho qui rentre, qui va couper Cabrera ou Raitala. Peut-être l'un, peut-être Cabrera, peut-être l'autre, mais c'est un choix de coach, puis voilà quoi. Je pense pas que Cabrera va être puni pour ce match-là. Je pense que non. Puis des images qu'on a vues, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Camacho joue beaucoup plus à gauche, donc à la position de Raitala. Raitala, il est là par défaut. Tu sais, on le voit pas dans un match. Il commet pas de grossière erreur, mais il commet aucun c'est même pas le bon terme, mais il réussit aucun geste incroyable non plus. C'est ça. Puis Camacho, il est gaucher, donc non, il est droitier, pardon. Il est droitier, donc je me dis. Est-ce que ils vont faire un choix Raitala, j'ai besoin d'un gaucher quand même, ou et c'est Cabrera qui va y couper, ou est-ce que vraiment c'est les profils de Camacho, de Fanny et de Cabrera qui sont compatibles, les trois éventuellement ensemble. Les deux pourraient y couper parce qu'on peut se retrouver avec une défense à 4. Exactement, avec deux défenseurs centraux, exactement Nilton. Donc je pense pas que c'est systématique de voir une punition que Cabrera soit puni pour ça. Je trouve qu'il fait le travail correct, là. Il va en faire des conneries, mais je pense que c'est un bon défenseur à MLS. Il va faire la job. Et puis voilà. Si c'est un problème de concentration, Remiga va travailler avec lui, Maxime Flaché, Wilfred Nancy et compagnie. Ils vont trouver les réglages. Puis j'espère qu'il va apprendre un max de Fanny qui est rempli d'expérience et rempli de savoir. Donc c'est ce que je conseille à Cabrera. Donc merci Daniel Ding pour la question, c'est très apprécié. Francis Casimiro qui nous demande, pour la semaine prochaine, sans Taider, qui voit-on à son poste? Je pense qu'on peut voir le trio. Si je considère que Silva va pas jouer au milieu de terrain axial, c'est Kroliki, Piet et Louis Belangoyet. C'est ce que j'ai comme feeling. Un gars à la feeling. On l'a vu, là, Vargas est trop unidimensionnel pour occuper le rôle de Taider. Et si on décide de jouer, puis je suis pas sûr que c'est une excellente idée, si on décide de jouer avec deux milieux défensifs centraux, c'est dangereux parce qu'ils peuvent se piler ses pieds. Là, on peut se permettre un Vargas qui va être un milieu purement offensif dont son rôle est de créer et non de récupérer les ballons. Mais un match à l'étranger à New York, même si c'est après le match de la Ligue des Champions, donc New York risque d'être fatigué, voir des joueurs B sur le terrain. La logique et le pragmatisme de Rémi Garde nous fait croire que c'est Belangoyet qui va hériter de ce poste-là. On l'a vu dans les derniers matchs aussi. Quand il y a besoin de quelqu'un qui peut mettre le pied sur le ballon, qui est capable de construire, qui est capable de défaire le jeu, c'est Belangoyet qui a été appelé. Donc, je vois pas pourquoi on mettrait quelqu'un d'autre que lui. C'est ça. Puis, il y a aussi l'autre hypothèse, est-ce que Piatti sera là ou pas? Ça peut changer la donne, mais ça change pas le fait qu'on s'attend à voir Piet et lui Belangoyet. Ça, je suis d'accord. Maintenant, Piatti n'est pas là. Est-ce que Silva va prendre la place de Piatti? Est-ce que c'est Vargas? Puis on va mettre Jackson Hamel à la pointe titulaire. Il y a toutes ces options. Mais c'est clair que remplacer Taider, il faut qu'il y ait un joueur qui sait jouer au ballon. Puis lui, Belangoyet, c'est le deuxième choix. Après Kroliki. Peut-être Chamichom, peut-être s'il n'est pas retourné à Ottawa. Donc on connaît pas la gravité. C'est léger, hein? C'est léger au milieu du terrain, tout d'un coup, hein? Oui, mais voilà, quoi. Tu perds Taider pour un match, tu perds un excellent joueur. Tu vois son impact sur le jeu. Il contrôle le ballon, il contrôle le rythme. C'est pas son juste. Il couvre bien le ballon. Tu sais, on voit que c'est un bon joueur de foot. C'est ça le truc. Tu sais, je vous ai pris avec Taider. C'est bien qu'il s'excite à attaquer et tout, mais sa force principale, c'est vraiment de distribuer le ballon, calmer le jeu, puis vraiment essayer de changer le rythme au fur et à mesure d'un match. Et puis on voit la différence quand il est pas là. Surtout, il jouait à 10 là, mais on verra la semaine prochaine. Mais voilà, et puis Belangoyet, ils ont besoin d'un milieu de terrain qui peut défendre
comme il peut. Puis Blonguet, c'est le seul choix parce que Donadel n'est pas disponible et je trouve qu'il est pas du tout intéressant même s'il était en forme. Donc il y a zéro choix. À moins que voilà, non, je vois pas Aitala monter ou Camacho monter au milieu de terrain. Donc voilà, je pense que ça s'arrête là. Et à moins que Silva joue un peu plus haut. Mais ça va plus compenser l'absence de Piatti. Donc je pense que je suis un peu hors sujet sur la question de Francis. Christian Ouimet nous demande ce que l'Impact va faire avec le dossier Dominique Oduro, surtout que la fenêtre des transactions se ferme dans quelques semaines, le 1er mai. Puis il y a même Kevin Couture qui nous demande si le fait de rentrer Oduro en fin de match n'était pas comme lui faire le chant du cygne là, pour le fameux jubilé pour Dominique. C'est un dossier assez compliqué, hein, qui dure. On sait pas trop pourquoi, puis on risque jamais de le savoir de toute façon. Dominique Oduro, logiquement, aurait dû être utilisé beaucoup plus souvent depuis ce début de saison, compte tenu des blessures à l'attaque. Oui, mais Vargas faisait le travail avec Piatti. Donc je pense que ça a justifié le fait que vous n'avez pas besoin de lui. Oui, mais dans certains changements appelaient un renfort à la Dominique Oduro. Oui, mais j'ai l'impression, on est tous d'accord là, Oduro c'est pas un joueur de ballon, mais même si Edwards est plus technique et peut-être pas aussi efficace là, mais ils vont chercher, le staff va mettre des joueurs de ballon. Ils sont pas intéressés par des fusées qui ne peuvent pas contrôler leur trajectoire. Je pense que c'est ça qui dérange le plus la vision du staff. C'est là d'où vient le conflit avec la vision du staff, puisqu'Oduro représente et peut apporter. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment un chant du cygne, comme dit Kevin Couture? Peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire avec le dossier? Si on répond à Christian Ouimet, honnêtement, voilà quoi, il est là, il le paye quoi qu'il arrive. S'ils ont besoin de lui, qu'ils l'utilisent, ils se croisent les doigts qu'il se blesse pas. Puis j'espère pour lui qu'il puisse avoir une belle monnaie d'échange ailleurs. Je spécule, mais ouais, mais si l'Impact trouve un partenaire pour un échange, ils voudront absolument rien en retour. Ce qu'ils veulent, c'est sa place. Parce que il y a des blessés qui éventuellement vont revenir. Il reste juste une place senior là, dans l'effectif. Donc, s'ils veulent recruter cet été, s'ils veulent trouver une place pour Diallo, il va falloir laisser des spots ouverts éventuellement. Donc, avec son salaire, juste trouver un partenaire, c'est déjà un bon échange dans la tête du staff de Montréal. Non, ça c'est vrai. Puis on le savait tous en décembre qu'il il faisait pas partie du profil des joueurs que le staff voulait dans la vision 2018-2019. Donc, on était étonnés qu'il soit encore là en pré-saison. Ouais. C'est difficile qu'il soit échangé. Réméga a dit publiquement que voilà quoi, il est bienvenu à rester avec nous, mais ce serait bien pour lui qu'il ait trouvé ailleurs. Il l'a dit publiquement là en Floride, donc il y a pas de surprise, il y a pas de choc. Mais honnêtement, pour nos amis Kevin et Christian, c'est un jeu d'attente. On veut juste attendre et voir ce qui va arriver. Est-ce qu'il fera partie d'un échange pour aller chercher Linuen? Est-ce qu'il fera partie d'un échange pour un choix? Est-ce qu'il fera partie d'un échange pour juste débarrasser son salaire? Honnêtement, en tout cas, une chose est claire, c'est que Dominique il est déjà en mode déménagement. Et c'est lui qui a eu la meilleure chance de marquer. Alors, on l'a vu, côté gauche, il court, il coupe, il frappe. La frappe était un peu écrasée, mais c'était la meilleure chance du match quasiment. C'est chiant que tu aies oublié la belle occasion de Jackson Hamel avec son pied gauche. Ah oui, c'est vrai. Non, Jackson Hamel. On pourra parler après parce que je suis curieux. J'étais un peu curieux, perplexe. Vas-y. Jackson Hamel. J'ai pas compris vraiment tu sais, il a reçu des critiques là, durant le match, que ouais, il fait rien, etc. Mais honnêtement, et je veux pas faire mon anti-Mancuso là, mais le peu qu'il faisait, c'est déjà passé. C'est déjà par défaut, mais le peu qu'il faisait juste en repli, gagner des ballons, chercher l'athlétisme qu'il avait, c'était 10 fois mieux que Mancuso. Juste son athlétisme et sa vitesse, pour moi, ça vaut plus que Mancuso peut faire en tout cas. Et en termes d'autres attaquants, il y a que lui qui peut le faire. Donc, je comprends qu'il a pas fait un grand match, mais il a joué 13 minutes à 11. Après, il s'est retrouvé avec 0 service. Donc, qu'est-ce qu'il fasse? Ouais, on a vu clairement, si Silva a été mis comme un latéral offensif,
c'est parce que Jackson Hamel est là. Parce que Jackson Hamel, c'est une cible. Oui, puis il a prouvé à maintes fois qu'il est capable de mettre la tête dans le trafic, comme on dit. Une fois que Taider est sorti et on joue plus avec ce style-là, son rôle est extrêmement limité. Là. Par sa nature, il ne sert presque plus à rien, à part quelques flashs. Et ses caractéristiques, ses forces permettent pas, on l'a vu, là, le 1 contre 1, il a éliminé le gars. Mais après coup, là, oui, il a fallu qu'il aille avec son pied gauche en pleine course, en pleine lucidité. Il a un peu dépassé le ballon au moment de frapper le ballon. Tu sais, tous ces petits détails-là, que si on compare avec les plus grands qu'on a vus à Montréal, si on compare aux autres avant-centres, oui, il a l'air fou, mais c'est un tir, là. Un tir, il a l'air fou. Les autres, tu sais, les Divayo et les Drogba ont déjà eu l'air fou dans des situations comme ça. Mm-hmm. S'il est sorti du match, c'est pas parce que c'était le plus mauvais sur le terrain. C'était surtout pour retirer Vargas de son milieu de terrain et par faute d'options sur le banc. Il y a ça aussi, puis aussi, il voulait avoir plus de monde au milieu de terrain. Belanguette était là pour, j'ai besoin de gagner le ballon et de récupérer. Puis je me dis, tant qu'à avoir un gars qui court, je vais mettre Vargas, puis il va se débrouiller. C'est vrai, Jonathan Vargas dans un poste qui marchait pas pour lui. Oui, puis un coup franc, quelque chose, on le sait, là, il y a une bonne patte là, pour un petit coup franc autour de la surface. Exactement. Et l'option de lui, Belanguette, était importante. Il voulait un milieu de terrain. Il prépare peut-être déjà le prochain match, là, il sait, là, il va falloir donner des minutes. Non, c'est vrai. Oui, il veut donner des minutes, ça c'est vrai. Et en même temps, est-ce que, comme tu as dit, ses choix sont limités. Donc, c'est pas comme s'il y avait trois milieux de terrain sur lesquels se baser. Puis, est-ce que ça va rétablir toute la hiérarchie de nos priorités mercato qu'on avait établies, du moins que j'avais établi, moi, pour un attaquant. Je sais plus que tu avais dit quel poste, Milton. Mais on verra. On aura ce débat après, là. Mais juste pour Jacques Salama, j'ai dit, oui, ok, c'était pas wow, mais excusez-moi, au niveau athlétique, c'est par rapport à Mancuso, pour moi, il n'y a pas de comparaison. Là. Il faut arrêter de me dire que le Mancuso, c'est un bon joueur, c'est fini. Là, Mancuso a 32 ans. Il faut arrêter avec lui. C'est dans des situations comme ça où souvent, quand on entend que Montréal, disons, va aller chercher un avant-centre ou qu'il va aller chercher n'importe quelle autre position, on regarde l'équipe et on dit, coudonc, il n'y en a pas besoin, il y en a déjà 2. Ouais. Il faut se rappeler de ces moments-là. Si on avait un 3e avant-centre aujourd'hui, est-ce qu'il serait de trop? Ça arrive très, très, très souvent dans une saison de plus de 30 matchs. Exactement. Que la 2e et la 3e option, là, elle est hyper importante. Il faut surtout que tu analyses, qui sont ces 2 avant-centres. C'est ça le truc. En plus. C'est pas, c'est comme une équipe de la PLFQ, ils ont Nilton et Sofiane comme sur le banc comme remplaçants attaquants. T'es dans la merde. Ils sont sympathiques, là, je veux dire. Ils sont gentils. À la mi-temps, ils peuvent faire 2-3 blagues. Exactement, on est là pour l'ambiance. Mais à quoi ça sert? Et je dis pas que Jackson Hamel et Mancuso, c'est des grosses bouses, là, comme moi et toi au foot. Mais c'est juste, mais au niveau professionnel, en tout cas, au niveau professionnel. Mais ce que je dis, c'est que vois la qualité, vois qui tu as comme option. Ouais, j'ai 15 attaquants, ouais, mais ils sont tous mauvais. À quoi ça sert? C'est 15 mauvais attaquants. C'est plus pour dire ça. Puis, Jackson Hamel et Mancuso, c'est pas avec ça que tu vas aller loin, là, en 2018 ou en 2019. Mais un attaquant numéro 1, puis Jackson Hamel comme numéro 2, ouais, moi, je vois bien dans ce système-là. Et t'as Vargas, qui est disponible, et t'as Piatti. Donc, tout ce bon monde-là, ça peut marcher, mais voilà, j'arrête mon petit rant, là, mais c'est plus pour dire, juste athlétiquement, Jackson Hamel est au-dessus de Mancuso, donc je vois pas. Je ne vais jamais comprendre pourquoi Mancuso a été mis devant Jackson Hamel, même en pré-saison. Malgré sa blessure, moi, j'ai pas compris ce statut alors que Mancuso, vraiment, il apporte plus rien. S'il est encore là, c'est le même enjeu qu'Oduro. Il coûte trop cher pour aller ailleurs. Exactement. C'est tout parce que il est là par défaut. C'est vrai. Il est là par défaut. Oui. Physiquement, il est pas capable de prendre une saison MLS au complet, ce qui nous limite beaucoup. Oui. Sur le terrain, je le vois pas être capable. C'est pas par manque de volonté, mais c'est sa capacité de donner 90 minutes de foot de qualité. Non, il est pas capable. Puis ça ramène à notre conversation qu'on a eue sur le mercato. Hors Piatti, nous n'avons absolument rien pour l'instant, là, parce que Sylvain, on le sait pas. Mais avant Sylvain, là, on n'a absolument rien sur quoi se baser pour créer du danger offensivement. Et mettre le ballon au fond du filet. C'est ça le truc.
Les débuts de Vargas, moi, je les ai jamais calculés. Honnêtement, c'était pas dans ma tête. Je l'ai pas écrit dans mes prédictions que Vargas a marqué 2 buts, un contre Toronto et l'autre contre Seattle. On avait tous prédit que Piatti allait être le déclencheur de quasiment tout, et on l'a vu clairement avant sa blessure. Mais voilà, il y aura un problème. On va pas répéter ce qu'on a dit en pré-saison, mais on l'a dit. Il manque un attaquant, c'est grave. Il manque il manque de l'offensive. Moi, à la limite, je m'en fous. C'est pas grave si c'est pas un attaquant. Oui, c'est ça. Il y a personne sur le côté droit. Ils ont ramené Silva en attendant de voir ce qu'il va vraiment jouer plus haut au lieu que latéral droit. Donc, c'est ça. Il faut commencer à se bouger derrière pour vraiment se préparer pour le mercato de juillet. D'ici là, je pense qu'ils vont faire des combines en espérant que la blessure de Piatti n'est pas si grave que ça. Maintenant, s'il est out pour un mois, attention. C'était quoi c'était les adducteurs, c'était musculaire, hein? Adducteurs ou musculaires? Ouais. Ah oui, les adducteurs, ouais, ça. On sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, j'irai pas là, sinon je vais te fâcher. Prochaine question. Simon-Pierre Dubé nous dit Kroliki doit absolument être remplacé du 11. Et même Patrick Mercier va un peu plus loin. Coudon, Kroliki a un lien de parenté avec Garde ou quoi? Les boys, vous êtes Rémi Garde. Tu mets qui? À la place de Kroliki. Où? Ok, Louis Belangayette, ils sont pas en compétition, les deux joueurs, je pense pas. Le rôle qu'on donne à Kroliki et le poste dans lequel lui est plus confortable, ils sont pas nécessairement, ils jouent pas le même poste, ça ne change pas que... Et de toute façon, ils ont eu les occasions. Belangayette, Chaumet et Kroliki étaient en lutte depuis janvier pour un poste. Tout à fait. Ne pas mettre Kroliki, ça n'a pas de sens. Il n'y a personne d'autre. Je dis pas ce qu'il fait est tout le temps bon. On l'a vu, il y a un moment, je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là, Kroliki a le ballon, on a une montée, Silva sur le côté droit, il fait l'appel de balle parfait. Et Kroliki essaye une passe dans la boîte pour Jackson Hamel. Bon. Et tout de suite après, la caméra est sur Rémi Garde. Et là, on le voit fâché parce que ses prises de décision, non, c'est pas tout le temps. Et même à la mi-temps, à l'entrevue, il a dit, on a eu quelques belles occasions, on n'a pas toujours fait les bons choix. Malheureusement, c'est souvent quand c'est Kroliki qui a le ballon. Mais, je veux dire, Kroliki a été choisi. On parle d'un joueur 3e ronde, hein, c'est ça? Oui, 3e ronde. Il est creux, là. Ce gars-là donne des minutes bonus. Imaginez si on avait encore passé à ça lors de ce repêchage-là. Qui serait là, à la place là, de Kroliki? Il sauve beaucoup, beaucoup de temps au club avant de trouver d'autres choses. Il va rester là. On va vivre avec c'est pas un malus, là. Il donne des trucs beaucoup plus intéressants que Malus. Malus, c'était le fantôme. Il était sur le terrain. Une fois qu'il sortait, il dit « Oh shit, il était sur le terrain ». C'est pas ça, Kroliki. Ouais, Kroliki, il y a 2 rôles. Il y a 2 choses qui ont vraiment aidé Ken Kroliki à se démarquer durant le combine pour que Rémi Garde dise « Je veux lui ». Déjà, il est en excellente forme physique. Donc, il a une capacité physique de vraiment courir, de jouer, d'attaquer le porteur du ballon. Comme je l'avais dit sur FIFA 18, taper sur X, il va sur le porteur du ballon tout le match. C'est la deuxième fois que je dis ça. Il descend jamais. Il descend jamais, il est boosté tout le temps, il va le faire. Et surtout, il a une grande capacité à gagner les ballons dans les duels. C'est ça sa force. C'est ça sa force. Et dans son profil, quand on parle de lui, personne n'a dit dans les MLS draft, oui, Kroliki, c'est le prochain Calero, c'est le prochain Fagundez. Non, il est là pour donner la profondeur. Et surtout, un milieu de terrain passe partout. Tu le mets plus haut, tu le mets plus bas. Il va travailler fort. Il se déplace bien. Il est capable de gagner du duel. Puis, on ne s'est pas plaint de lui contre Seattle. Oui, Seattle, il a eu du hate contre lui sur Twitter, je le comprends. Mais il n'a pas fait un mauvais match contre Seattle. Je trouve qu'il était très intéressant. Donc, juste dis-toi. Je pense pas qu'à Michigan, il était vu comme le numéro 10 de Michigan. Peut-être en NCAA, c'est peut-être plus facile parce qu'il était au-dessus du lot physiquement, puis aussi techniquement, il est pas dégueulasse. Mais voilà, je comprends la frustration de Patrick et Christian, de Christian et Simon-Pierre, de Patrick et Simon-Pierre, sur concernant Kroliki, mais voilà, quoi.
Oui, si c'est et le problème c'est pour que l'instant, c'est un joueur de banc qui est titulaire. exactement et surtout c'est que Tyder n'est pas là la semaine prochaine. Donc t'as besoin de Kroliki et de lui Bolongoyette et peut-être de Shamit Shomi. Donc ce qui arrivera. Et c'est encore une fois, comme le dit le gros Nilton très bien, c'est un choix par défaut. Teach Tournesol nous demande, après 5 matchs, considérons-nous être satisfaits de l'apport de Tyder sur le terrain à titre de DP? Je pense que oui, sans être trop subjectif. Je pense que Tyder, en tout cas, il apporte ce que... Je vais apporter une nuance, OK? Parce que cette saison-là, DP, ça veut dire d'autres choses par rapport aux saisons précédentes. Là, on a des TAM. Ouais, c'est vrai. DP, là, c'est d'autres choses. C'est une dimension totale. Est-ce que, je vais peut-être trafiquer un peu la question de Teach Tournesol. Bon, c'est correct. Il est correct, Teach, il est correct. Est-ce que Tyder, est-ce que c'est vraiment un bon DP pour l'Impact de Montréal? Si Bernardino n'existait pas, j'aurais dit OK. Ouais, mais à partir de maintenant, tout le monde va être bon, là. Exactement. Si Bernardino n'existait pas, j'aurais dit ouais, c'est peut-être pas le meilleur joueur à prendre pour DP. Et le problème, c'est que le tag DP, joueur désigné, on le sait pas. Regarde, moi je dis de faire 1 million, 1,5 million, là. Je pense. Bon. Peut-être DP, on s'en fout dans le fond. C'est ça, peut-être 2 au max. S'il gagne 4 millions, non, il y a un problème. Oui, moi-même, je serais choqué qu'il gagne 4 millions, mais, tu payes pour l'âge du joueur. Tu payes pour dire, regarde, tu me sors d'Europe, j'aimerais bien que tu me compenses un peu pour jouer dans ta ligue où je travaille, je voyage en économie, je me trouve à côté d'un comptable qui s'envoie à une conférence à Denver, tu sais. Lui, tu sais, les déplacements sont pas sexy, y a pas de charter, c'est long déplacement, il est loin de la maison, il est obligé de déplacer sa famille, donc je suis pas sûr qu'il y a une compensation pour dire, je suis jeune, je suis international algérien, peut-être plus maintenant, et puis j'ai l'expérience de Coupe du Monde et des Coupes d'Afrique des Nations, voilà quoi, vous payez mon âge, mon expérience et mon volume de jeu. Oui, Tyder va cocher beaucoup de cases. Tu sais, sur le terrain, comme tu dis, c'est quelqu'un... c'est un besoin là, pour l'Impact de Montréal. Hein? Pied sur le ballon, gagne des ballons, calme, il apporte une autre dimension qu'on n'a pas ailleurs sur le milieu de terrain ou même en avant, c'est différent. Tu sais, l'extra sportif de Tyder m'impressionne beaucoup. Tu sais, son comportement d'hier, là, malgré le rouge, là, c'est quand même assez remarquable. Le gars, il est pas là pour blaster la MLS parce qu'il vient d'ailleurs. Blairim, il l'aurait blasté la MLS, solide. Blairim, il blastait dès son premier match, là, donc... Blairim blastait probablement ses propres coachs. Fait qu'imagine les refs. Blairim, il disait que probablement que leur jeu était pas bon à MLS, là. C'est pas le même jeu. Donc, tu vois que pour l'Impact de Montréal, un Saphir Tyder, c'est du gold, hein, pour l'extra sportif, tout ce qu'il apporte. Moi, le petit truc qui me déçoit pour l'instant, c'est peut-être à cause de la pré-saison, je pensais qu'il allait être un peu plus utile offensivement. Je t'avais prévenu, Nilton. Je sais. J'avais prévenu. J'ai attendu ça. Hashtag attendu ça, mon ami. Je comprends tes attentes, parce qu'il est beau à avoir joué quand il monte. Mais jamais autant, tu sais. C'est pas parce que je veux le comparer à Blairim, parce que Blairim, il était vraiment offensivement très doué. Tout à fait. Mais je pensais qu'il serait capable, dans la MLS, à être un peu plus proche de la boîte et à être beaucoup plus dangereux. Mais bon, c'est juste 4 matchs et c'est vrai. Et un 5e. Tu sais, c'est pas beaucoup. Pour ajouter un ton point sur le côté offensif de Saphir Tyder, je suis d'accord. Ta déception est palpable et elle est valide. Et je pense aussi que si l'Impact joue plus haut, et quand l'Impact joue plus haut, je sais pas, pendant 30 minutes ou 40 minutes sur 5 matchs, là, pas assez longtemps, on voit que Tyder peut être intéressant. On voit que Tyder, il aime se déplacer. Tu sais, le but qu'il rate contre Toronto, on voit un Tyder plus offensif, qui s'implique, qui trouve des espaces. Donc lui, il a l'instinct offensif. Et l'équipe d'Algérie, il va faire des runs comme ça. Il s'est retrouvé aussi dans des positions, il y a eu des occasions de but. Tu sais, peut-être que mon opinion aurait complètement été changée par un petit but. Hein, tout à fait. S'il y avait genre 2 buts en 5 matchs, je dis, il est pas mal. Mal. C'est vrai. Et je suis d'accord avec toi. Et puis, regarde, par rapport au statut de DP de Tyder, si Tyder avait été signé sur encore il n'est pas signé, il est en prêt.
Donc on peut tenter de nous faire un Jay Miley à la fin de l'année prochaine, on sait jamais. Ils sont prêts? Je parle de ça qu'il est en prêt, comme Jay Miley. OK. Je commence à me faire douter. Mais bon, continue. Et puis, ouais, il est en prêt. Il est un prêt de 2 ans de Bologne. Tout à fait. Tout à fait. 2 ans. Voilà. Donc, tu peux stresser Nilton. Donc, si Tyder était signé avec sans l'étiquette joueur désigné, on aurait dit waouh, l'impact sont forts. Braz, incroyable, agent d'allocation, il a fait une Zlatan, il est trop fort. Tyder, 25 ans, international algérien, il est beau gosse, la communauté est là, il joue au ballon. Il est beau gosse. Il fallait que j'ajoute un peu de Sophia dans cette analyse. Donc tu vois, c'est tu vois le package football, tu vois. C'est plus le nom sexy qu'on connaît un peu. Non, c'est un nom qu'on connaît un peu, mais c'est un bon joueur. C'est un gars qui a du volume, c'est un gars qui a de l'expérience, mais qui est jeune. Il connaît Rémi Garde, il connaît son foot, il a sa vision. Donc, et surtout comment Garde a parlé de Tyder en conférence de presse, où il disait, Safi Tyder est un profil qui m'intéresse. Donc on a vu il a regardé son milieu de terrain, il a regardé le depth chart, puis il a dit oui, il m'intéresse. Il aurait pu en sortir des noms, il aurait dit oui. Exactement. Donc voilà, c'est par rapport à Tyder, très bonne question de Tige Tournesol. Puis s'il a été signé avec l'agent d'allocation, on leur dit génial, il est incroyable. C'est pas un Diego Valeri dans son profil, peut-être il va le devenir en MLS. On verra. Marc Belletête nous demande le style de jeu de Piatti semble forcer Garde à utiliser un certain schéma tactique. L'absence de celui-ci n'aurait pas été une bonne occasion d'essayer un autre schéma. On le saura jamais, Tyder a pris un carton rouge. C'est vrai, ouais, t'as un excellent point, parce que si on isole vraiment le match, les 15 premières minutes, là, vous allez me trouver fou, j'ai regardé le match une deuxième fois samedi matin. Pauvre toi. Non, ben tu sais, je veux dire, t'aimes ça. On fait pas juste à semblant d'aimer le foot. Moi, je viens de décrocher. Sérieusement, les 15 premières minutes, New England ne touchait pas au ballon. Non. Puis il faisait pas exprès. J'ai pas l'impression qu'il décidait de rester en arrière, non. Je dis pas que Montréal était beau offensivement à avoir joué. Même avec Piatti, c'est pas terrible. T'sais, du beau jeu, là, Montréal. Tu sais, le fameux 3e but de Toronto contre les Mexicains. Oui. Montréal n'a jamais marqué un but comme ça. Non. 5 ans. Jamais. En 5 ans. Jamais. Ils font pas... Montréal va réussir avec des flashs de jeu. Maximum 3 passes. Là. On voit pas du jeu construit comme ça. Donc, le schéma... C'est compliqué. Moi, pour défendre Garde, je vais essayer de le défendre, même s'il n'y en a pas besoin, là, mais selon moi, il s'est dit trop de changements comme ça, Piatti absent, et en plus, un nouveau schéma tactique, c'est trop risqué pour les joueurs. Ils vont se sentir un peu trop déstabilisés. Je préfère juste mettre Silva à la place de Duval. Ça sera pas trop dangereux pour la tête de personne. Silva est capable de bien se débrouiller défensivement, on l'a vu. Il est capable en plus... Mais je l'ai pas vu du match. J'ai rien vu de Silva, moi. Honnêtement, pour moi, c'était un match inutile pour moi. Il y a eu quelques flashs, là. On l'a vu combiner, là. C'était bien. Mais t'as pas envie de le voir plus haut? T'as pas envie de le voir plus haut? C'est sûr. Tu sais, t'as Duval. Duval est si mauvais que ça pour que... Non, je sais, mais toi et moi, on connaît plus Duval que Rémi Garde. Arrête, dis pas ça, sinon on va nous dire. Je te le dis, le Duval de cette saison, il est méconnaissable. S'il joue comme ça, c'est sûr qu'il doit s'entraîner comme ça ces temps-ci. Ouais, il doit pas bien paraître. L'année passée, Duval, c'était un bon défenseur droitier. Ouais, il faisait le travail, c'est vrai. Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu sur ton point par rapport au... l'équilibre. Il y a des chances qu'on voit un autre schéma tactique la semaine prochaine si Piatti est encore légèrement blessé. Ouais. Parce qu'il faut construire. Construire offensivement dans un 5-3-2 sans Piatti, c'est tough. Ben, il te manque le catalyse de tout ça. Eh boy, c'est terrible. À moins que tu joues pour le 0-0 et tenter quelque chose à la fin du match en enlevant un défenseur. Pas contre New York. Ils vont faire la défense à 5, parce que New York, ça joue dans l'axe et sur les côtés. Ça mélange bien, sous Jesse Marsh. Mais personnellement, il faut pas espérer qu'au New York, il n'y aura pas de
vraiment de matraquer les autres équipes. Ils y vont à fond. Juste avec Brad Red Phillips, là, honnêtement, ce gars-là, il peut juste sur un côté puis te faire mal. Dans l'axe, il est très dangereux, c'est sa spécialité. Tu peux pas te permettre de juste bétonner et espérer un 0-0. Au moins, essaye de marquer rapidement. On sait te défendre, mais sinon, essaye vraiment d'être efficace avec le ballon. Parce qu'il faut vraiment pas, à chaque fois, espérer de gagner 1-0 à la fin du match. Pas à l'extérieur, pas contre les Red Bulls, à moins que vraiment tu aies un commitment comme l'Impact a fait contre Toronto à la première mi-temps. Pourquoi pas? Mais comme tu as dit tantôt, puis ça répond un peu à la question de Patrick White, oui, Sylvain, on veut le voir ailleurs que latéral droit. Même si c'est un latéral offensif. T'sais, on n'a pas signé Silva, on lui a pas donné un numéro 9 par défaut, comme TFC a donné un numéro 9 à son latéral droit. T'sais, Silva, c'était une solution temporaire, une situation précise. Mm-hmm. Il va jouer dans le dernier tiers. Là, pour répondre à Patrick White, dans sa vraie position, ça, c'est tweaké un peu parce que on ne sait pas trop c'est quoi sa vraie position. T'sais, on a beaucoup dit qu'il peut jouer au milieu de terrain parce qu'il est bon partout, mais de ce qu'on lit à gauche, à droite, c'est un joueur de couloir, essentiellement. Et justement, en parlant de joueur de couloir, dans un 5-3-2, Silva, je pense, va tout le temps être un latéral droit ailier. Un right wing back. Dans le 5-3 droit avec 3 défenseurs centraux. Il est mieux de jouer à la Marcelo que... Je pense que ça va être les attentes de garde. On verra avec une équipe complète à 11. Avec 11 joueurs, complète pas encore, sans Taider et peut-être sans Piatti au prochain match. Mais dans un hypothétique 4-2-3-1, on l'avait dit la semaine dernière, Taider, Piatti, Vargas ou qui tu veux, et Silva à droite, à la pointe d'un attaquant. Hypothétique. C'est pas Jackson Hamel. Ou Vargas devant, et avec un autre milieu de terrain, Taider, puis lui Bolonguette et Piet derrière eux. Tu choisis. Et Silva serait le troisième milieu de terrain à droite, qui va vraiment être supporté par le latéral droit du Valo Petrasso. Je le vois comme ça, dans un 4-2-3-1. Mais si Rémi Garde et son staff vont être têtus de façon positive, là, c'est pas quelque chose de mauvais, d'avoir une défense à 5, Silva va être le joueur du côté droit. Je pense, puis quand il va monter, Piet, Taider, Libolongoyat, Shomi, Kroliki, un des deux va descendre pour couvrir son poste. C'est ça que tu fais quand un joueur monte, un autre doit compenser. C'est en général les milieux défensifs qui font les passes partout pour compenser les postes délaissés par les joueurs offensifs qui montent. Tu demanderas à Casemiro, quand Marcelo monte, Casemiro va le couvrir en général. Ou Kroos, ou Modric, dépendant. Oui, exact. C'est pour ça le lien aussi avec Marcelo. Tu sais, oui, il est positionné à droite, mais Marcelo, on le voit des fois en haut à gauche. Oui, c'est ça. Ou l'inverse. Je veux dire, il est partout. Il est partout. Ça ne sera pas l'équivalent, mais c'est juste l'esprit, là. Silva est là avant tout pour produire offensivement. Tout à fait. Et il y a cette liberté-là de monter en sachant très bien qu'il n'y a pas besoin de refaire la même course folle en revenant en arrière parce qu'il va être remplacé. Quelqu'un va coulisser à droite à sa place. Tu sais, tout ça va être déjà coordonné à l'avance. Ok, exactement. C'est un très bon point. Et puis, bonne question de Patrick Watt. J'ai aussi noté la question d'Anthony Bédil qui a demandé sur Jackson Hamel. Je pense que j'ai répondu à sa question, qui demandait par de la performance de AJH. Et croyez-vous que Garde sera patient avec lui? J'ai pas répondu par rapport à la patience. Je pense qu'il va être patient tant qu'il est en forme physique, à moins qu'il considère que Vargas est une meilleure option. Mais je pense que d'ici juillet, on va connaître rapidement le sort de Jackson Hamel et de Monsieur Mancuso. Bon. Étienne Pouliot nous demande, est-ce qu'on va finalement voir Camacho cette semaine? Je m'attendais de le voir contre New England, puis j'espère, mais c'est le style qu'il va choisir. Honnêtement, on ne sait pas trop, pourquoi. C'est le genre de question que j'aimerais lui poser à Rémi Garde. Est-ce qu'il y a un rush de voir Camacho jouer? Je vais répondre avec une question. Est-ce que Raitala était vraiment un titulaire indiscutable? Est-ce qu'on aura le même débat après le match contre les Red Bulls? Et Étienne Pouliot nous demande aussi, c'est pas de ma faute, c'est lui. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien entendu à propos de Piatti cette semaine? Parce que le club voulait avoir son secret professionnel pour ne pas se donner un désavantage face à New England. Il a dû se blesser jeudi ou vendredi. Personne n'a vu la blessure à l'entraînement. Ça arrive souvent, ça.
Et que, that's it. C'est la politique de l'Impact de ne pas dire qui ne s'est pas déplacé pour le match à l'extérieur. Voilà. C'est dans la politique je pense pas que je veux pas dire que c'est dans la politique du club, mais c'est ce que je vois depuis 7 ans. On va pas dire qu'un joueur a été blessé, elle n'a pas fait de déplacement, à moins que il s'est pété le genou au milieu de la semaine, comme Diallo ou avec sa cheville, pour dire ok, le gars il est out pour 5 mois. Ils vont pas le cacher. Et si c'est une blessure, quelque chose d'anodin, je pense qu'ils vont se garder un peu le secret. Maintenant, Sofiane, là, mets-toi à la place du... là, tu parles du club, tu parles de la MLS. Je suis stressé, là. OK, là, pense aux partisans. Ouais. OK? Toute la semaine, tout est beau, t'as hâte au match. Hein? Tu arrives 1 heure avant le match. 1 heure, là, pas le matin. Là. Le matin, là, à la limite, ça a été caché toute la semaine, ça va, là, c'est stratégique. Mais même pas le matin, personne n'a été capable de nous dire que Piatti n'a pas fait le voyage. Tu trouves ça normal? Pour un fan, non, c'est pas normal. Bon, okay. C'est pas ça. Moi, je vais parler du fan. T'sais, les préoccupations et les besoins du club, fine, là. Ouais. Je m'en fous. C'est établi. Et le partisan, on s'en fout. Dans toute ligue sérieuse, nord-américaine, européenne, OK? On sait ces genres de trucs-là. Ouais. C'est impossible que le meilleur joueur de ton équipe puisse disparaître de l'actualité sportive pendant 1 semaine et par magie être blessé. Game day. On voit pas ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Je dirais pas, on voit pas ça nulle part ailleurs, mais c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Parce que j'aime pas quand tu utilises quand t'es très catégorique, c'est que tu dis à 100% c'est impossible. Ouais, mais c'est pour le show. Je sais. C'est pour le show. Ok, je comprends ta frustration, Newton. Je comprends ta frustration. Je la comprends. À 1000%. La MLS va falloir qu'elle travaille aussi là-dessus, là. Tu sais, si elle veut être considérée sérieuse, qu'elle fasse un peu comme ils font en Europe. Je sais pas si c'est réglementé, mais tu sais, le 18 appelé est affiché quelques jours à la... Oui, les clubs d'annonce, là, les clubs d'annonce qui a pris la NFL, le statut là, des blessés, là, c'est sérieux, là. On n'écrit pas questionable s'il n'est pas vraiment questionable. Ouais. Le terme utilisé dans la NFL pour les blessures des joueurs, c'est très, très sérieux. Tu t'en vas sur la page des blessés de la MLS, là, c'est pas terrible. Il y a des clubs qui, si je me souviens, là, je pense que c'était Kansas City avait aucun blessé, là, aucun questionable, rien. Là. Come on, là, c'est pas sérieux. Dans le marché montréalais, on est en manque d'informations. Tu sais, on critique les médias parce qu'ils nous donnent absolument rien sur l'impact de Montréal. Durant 1 semaine, le jour de match, c'est le strict minimum. Et il y a une nouvelle, quelque chose de... Le journaliste qui sort, Piatti est blessé, ne fait pas le voyage. C'est un bonus automatique dans n'importe quel sport. Peu importe les raisons. C'est une grosse nouvelle. Peu importe les raisons. Oui, on voyage avec l'équipe. C'est comprenable que Dave Lévesque le sait pas. Il fait son propre déplacement. Il voit pas l'équipe avant. C'est comprenable que le 98.5, qui est maintenant pris pour faire leurs émissions, les descriptions des studios, ne le savent pas. T'sais. Tout ça, je peux comprendre. T'sais. Mais quand on me présente une entrevue avec Rémi Garde, là, 1 heure avant, et j'apprends par un tweet de l'équipe que Piatti est blessé, je comprends les gens qui font un gros « come on ». Oui, là. Tu n'as pas dit ça avant. Exactement, ça, je suis d'accord. Et ça me dérange que certains viennent me dire, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais c'est pas sérieux. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. La conséquence de ne pas savoir l'information pour le fan, elle est inexistante. Il n'y a pas de conséquence physique. Ça change rien à ta vie. On est d'accord? Ni à la mienne, ni à personne d'autre. Pensez que si LA Galaxy nous fait ça le 21 mai, là. Oui, il y a un problème. Il y a un problème, il y a des riots entre guillemets. Personne n'a acheté un billet pour Piatti, mais c'est le principe. Là. Non, je suis d'accord. Et justement, c'est l'image que tu donnes et l'ego que en blessant l'ego de tes fans, que là, ça peut te retourner ça peut te retourner dans ta face et vraiment te faire mal au niveau de l'image. Mais
L'Impact, disons qu'il veut protéger le secret, puis New England, ils envoient pas d'espions dans l'hôtel de l'Impact pour voir s'il y a Piatti ou pas. Disons que les New England s'en foutent qui vient pas, eux jouent leur jeu, que Piatti n'existe ou pas. Ça, ils s'en foutent. Ok, est-ce qu'ils savent qu'il est là, et s'il est pas là, la job va être plus facile. Maintenant, exactement, c'est pour ça que je comprends pas le secret. Voilà, mais le secret si Piatti va jouer finalement. Mais moi, je sais pas de l'expliquer le secret. J'ai juste dit, je comprends la pensée collective potentielle. Parce que là, je donne une pensée à une entité qui s'appelle un club, qui n'est pas une personne. Donc, c'est déjà difficile de définir ça. Mais je dis, disons que l'Impact est une personne, la personne se dit, moi, je vais garder mon secret. Ok, parfait, c'est correct. Et puis avec les conséquences. Oui, mais les conséquences sont quoi? 10-15 minutes de mécontentement? Puis... Non, mais les conséquences, c'est qu'à chaque fois, là, tu sais, moi, en tant que partisan, là, le Nilton partisan se fait dire, je suis un peu tanné, là, qu'on me dise seulement ce que eux, ça leur tente de dire, tu sais. L'Impact de Montréal, c'est pas seulement le produit sur le terrain, c'est le produit de toute la semaine. Un club sportif, là, c'est pas juste 90 matchs, c'est toutes les histoires qui viennent avec. Tu veux être relevant dans un marché, là, mais organise-toi pour que tout le monde parle de toi. Et ça, là, c'était une occasion aussi, là. Puis, le rôle des gens autour de l'Impact de Montréal, là, c'est aussi de s'organiser pour savoir ce genre d'infos-là. Non, regarde, j'ai aucune idée quand Piatti s'est blessé. Est-ce qu'il s'est blessé vendredi, au dernier entraînement? Jeudi, pardon. Il s'est blessé... Non, je dis, c'était pendant le match. Lors de l'entrevue, à moi je me trompe. Moi, j'ai pas écouté l'entrevue. J'ai pas de câble, donc je suis aucune idée de ce qui se dit. On nous corrigera, là. Si j'ai bien compris, c'est qu'il s'est un peu blessé aux adducteurs pendant le match. Contre Seattle. Ouais. Ok, maintenant je comprends pourquoi t'étais aussi frustré vendredi soir. Non, mais je suis pas frustré. C'est juste que... Pas frustré, que t'étais aussi mécontent ou déçu vendredi soir. Moi, ce que je veux, là, pour mon Impact de Montréal, là, c'est qu'il soit traité, là, comme une équipe majeure dans ma ville. Puis une équipe majeure dans ma ville, quand le meilleur joueur est blessé, on le sait tout de suite. Oui. Les raisons, là, je peux les comprendre. Tu sais, sont justifiables. Autant au niveau du club, autant pour celui qui les rapporte. OK? Mais changeons notre façon de faire parce qu'elle n'est pas bonne, là, présentement. Là. On ne peut pas nous cacher comme ça l'absence de Piatti par magie. Il est pas sur une vidéo du match. Non, c'est vrai. Bon, regarde, je comprends ton point. Je suis d'accord. Moi, au fond, à la fin, de façon froide, je m'en fous un peu non, mais pas ton opinion, pas ton opinion, mais genre, à la fin, ça ne change rien à ma vie. Mais, voilà, quoi, peut-être ils voulaient qu'il récupère sa blessure, puis on a vu que c'était pas assez, puis voilà, ils ont dit, t'es un no-go, mercredi, ok, Piatti, t'es un no-go, on oublie. Maintenant, le partisan est perdant, too bad. Le partisan a qu'à se plaindre, il sait comment se plaindre, ne pas acheter des billets, envoyer des tweets. C'est pas mal ça qui se passe présentement. Le partisan achète pas des billets de saison. Ceux qui produisent du contenu sportif produit quand même assez, mais pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Mais tout ça, ça vient avec. S'il n'y a pas de buzz, comme Joey l'a dit, c'est parce qu'ils s'organisent pas pour avoir du buzz. Oui, mais là, je peux pas te permettre de dire ça en associant au club qui n'a pas dit que Piatti était blessé à l'avance. Non, je sais, mais ça, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme, tout simplement. Ok, oui, là, je te rejoins. C'est un symptôme, mais c'est pas, tu parles pas de Piatti, on vend pas de billets. Mais non, je suis pas idiot à ce point-là. Je suis idiot, mais pas à ce point-là. C'est juste un élément qui permet de comprendre un peu leur stratégie de communication at large. Oui, cet incident, entre guillemets, de non-communication, je pense que c'est pas un fléau, mais une faiblesse ou quelque chose, un point d'amélioration pour le club. Mais en même temps, je suis pas moi qui gère la com, le club. Même si la com, même si des points de communication, on n'est pas celui qui gère comment gérer ce genre de situation. C'est peut-être le staff et la direction dit nous on fait comme ça, puis la communication fait juste appliquer les règles sportives à travers leur système stratégique de communication. Il y a pas de problème. Moi j'ai pas à blâmer la com ou même Rémi Garde. Fais ce que tu veux, c'est ta job là. C'est pas moi qui va se faire virer dans 2 ans si tu gagnes pas la Coupe de MLS. C'est pas moi qui va se faire chahuter. Rémi Garde, lui, il prend ce qu'on lui donne. Là. S'il est pas obligé de faire, si on lui oblige pas à faire aucune entrevue, il en fera aucune entrevue. Lui il est là pour donner le minimum d'atouts à l'équipe adverse et travailler sur le terrain. Tu sais, son rôle, c'est ça. Là. Exactement.
Je pense qu'on a assez dit sur ce sujet, Nilton. J'ai tout perdu le fil des questions à cause de toi. All right. On remercie qui déjà? Qui nous a posé cette excellente question? C'était pas Richard, c'était pas merci. Étienne, oui, exactement. Ouais, Étienne Pouliot, voilà. Aïe, 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 aïe. Sur ce, c'était une belle émission, Nilton. Oh, beer. Non, c'était bien. Est-ce que tu t'es amusé en ce dimanche après-midi? Ben moi, oui, mais c'est plus à toi que je dois poser la question. C'est dur de travailler avec toi, mais on fait ce qu'on peut. et tu peux dire ça à tes amis, c'est dur de travailler avec Sofiane, mais on fait ce qu'on peut. Et c'est pourquoi, l'émission est superbe. Moi, je m'amuse avec toi. Idem, on s'amuse. Et surtout, on s'amuse avec, on a reçu 25 questions. Ah, wow. Qui étaient sur le fil de ta demande de questions. Donc, explique qu'il y a d'autres questions qu'on ait ratées. Donc, si vous voulez qu'on catche vos questions, vraiment, mettez-les. Répondez au tweet. En général, c'est Nathan qui envoie les tweets avec la belle photo qui a été désignée par Sid. Donc, répondez à ce tweet-là. Comme ça, c'est là où on suit toutes les questions. On a eu 24 réponses. Donc, des questions distinctes. Et puis, sur un match assez nul de 4-0. Non, c'est vrai. C'est vrai, et puis c'est incroyable, on apprécie beaucoup tout ce que vous faites en nous aidant avec le contenu, pour partager avec nous. Nous, on est là à l'écoute, on vous répond, on interagit. Parce qu'il faut nous contrôler, hein. Si on nous laisse un peu lousse, là, on l'a vu, les 15 dernières minutes. Là. On fait n'importe quoi. C'est ça qui arrive. Et merci encore. Puis n'oubliez pas, si vous voulez aussi nous supporter, non seulement en interagissant avec nous, vous pouvez aller sur notre page Patreon, patreon.com/CanFootballClub, pour participer à notre campagne de soutien-financement et devenir un patron pour nous aider financièrement dans nos projets, pour continuer ce qu'on fait en ce moment. Et plus on en reçoit, plus on va augmenter au fur et à mesure nos ambitions et les moyens qu'on se donne pour produire du contenu différent, mais toujours à la sauce CanFC. Nilton, merci encore. Yep. Merci à toi. C'est très gentil de rejoindre moi sur Skype. Merci beaucoup. Puis je remercie tout le monde qui nous écoute. Abonnez-vous, CanFootballClub Plus sur les plateformes de balado-diffusion et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter CanFootClub, Facebook, Instagram CanFootballClub pour voir tous les liens podcasts qu'on donne. Le site web encore plus important, canfootballclub.com. Merci tout le monde. À la prochaine. Ciao, bonne semaine. Ciao.